Lors du dîner de Noël, ma mère a tiré ma fille de 10 ans de sa chaise et a craché, « Cette place est pour mon vrai petit-fils. » Dehors. Ensuite, elle a mis le fils de mon frère sur la chaise. Ma fille est tombée devant tout le monde, mais personne ne l'a aidée. Mon père a dit froidement, « Assieds-toi juste ailleurs. » Je n'ai pas pleuré. J'ai seulement dit 3 mots, « Vérifiez votre téléphone. » Maman. Papa. Frère. Mon nom est Nathalie Brox. J'ai 34 ans et j'avais l'habitude de croire que garder le silence était le prix à payer pour garder une famille. Puis le dîner de Noël a eu lieu et ma mère a mis les mains sur ma fille de 10 ans. Ma fille avait seulement tiré une chaise. C'était tout. Elle se tenait à côté du marque-place, avec ses petits doigts sur le dossier du siège, essayant de sourire comme si elle avait sa place là. Ma mère a traversé la pièce si vite que l'argenterie s'est arrêtée de bouger. Elle a tiré le bras de ma fille dans son dos et a craché, « Cette place est pour mon vrai petit-fils. » Dehors. Ensuite, elle s'est retournée, a tiré le fils de mon frère sur la chaise, et a lissé son pull comme si elle venait de corriger une erreur de plan de table au lieu d'humilier un enfant. Ma fille a trébuché. Son pied s'est pris dans le tapis. Son genou a heurté le sol devant toute la table. 20 adultes l'ont vu. Personne n'a bougé. Personne n'a prononcé son nom. Personne n'a même tendu la main vers elle. Mon père a regardé la marque rouge qui se formait sur son genou et a dit froidement, « Assieds-toi juste ailleurs. » C'est à ce moment-là que quelque chose en moi est devenu silencieux. Pas brisé. Silencieux. J'ai aidé ma fille à se lever, j'ai brossé sa robe avec mes mains et je l'ai sentie trembler contre moi. Ma mère a levé son verre de vin comme si la conversation était déjà terminée. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé mon père, puis mon frère de l'autre côté de la table. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai seulement dit 3 mots. Vérifiez votre téléphone. La première notification a sonné. Puis une autre. Puis une autre. Le verre de vin de ma mère a glissé de ses doigts et s'est brisé contre son assiette. Mon père a pâli avant même d'ouvrir le message. Et mon frère a murmuré, « Qu'est-ce que tu as fait ? » Avant que je ne vous dise ce qu'il y avait sur ce téléphone et pourquoi 3 mots ont ruiné leur Noël parfait, dites-moi quel temps il fait là où vous êtes. Est-ce que cela correspond à votre humeur aujourd'hui ? Parce que cette histoire ne parle pas seulement d'une chaise. Elle parle du jour où j'ai enfin arrêté de mendier une place dans une famille qui m'avait volé pendant tout ce temps. Ma mère s'appelait Marilyn Brox, et la plupart des gens pensaient qu'elle était élégante, organisée et généreuse. Je connaissais la vérité. Marilyn n'était généreuse que lorsque cela lui donnait le contrôle. Mon père, Grant, haussait rarement la voix parce que ma mère faisait généralement le travail cruel à sa place. Il restait assis, froid et silencieux, pendant qu'elle décidait qui comptait. Mon frère Carter a toujours compté. Il était le premier fils, le fils unique, celui qui portait le nom des Brox comme si c'était un titre royal. J'étais la fille née après une année de problèmes murmurés dans le mariage de mes parents. Et même si personne ne m'a dit la vérité, j'ai ressenti la punition pour cela dans chaque pièce. Carter recevait des éloges. Je recevais des corrections. Carter recevait de l'aide. Je recevais des leçons. Carter avait des secondes chances. On me disait de faire de meilleurs choix. Au moment où je suis devenue mère, j'en attendais très peu, mais j'espérais toujours que ma fille pourrait les adoucir. Ava avait 10 ans, elle était douce, prudente et essayait toujours d'être assez bien pour des gens qui la voyaient à peine. Ma mère avait un sourire complètement différent pour le fils de Carter, Owen. Il avait 7 ans et était innocent, mais mes parents le traitaient comme une couronne. Ils l'appelaient leur vrai garçon Brox, leur héritage, leur petit homme. Lors des dîners de famille, Owen obtenait la place la plus proche de ma mère. Pour les fêtes, il recevait les plus gros cadeaux. Quand Ava a eu une représentation de la chorale de l'école, ma mère était trop fatiguée pour venir. Le week-end suivant, elle a assisté à 2 matchs de football d'Owen dans le froid avec une couverture et une pancarte faite à la main. Quand Ava a eu 9 ans, mes parents lui ont offert un pull en liquidation. Quand Owen a eu 6 ans, ils ont loué un château gonflable et lui ont acheté une Jeep à batterie. Je n'étais pas jalouse d'un enfant. J'étais en colère contre les adultes qui faisaient qu'un enfant se sente vénéré et qu'un autre se sente toléré. Pourtant, j'ai continué à me présenter. J'étais une mère célibataire, divorcée depuis 3 ans,
travaillant comme coordinatrice de la facturation des patients dans une clinique pédiatrique à Columbus. L'argent était toujours juste, mais je n'ai jamais demandé de luxe. Une fois, ma voiture a eu besoin d'une réparation urgente et j'ai demandé à ma mère si je pouvais emprunter $800 pour 2 semaines. Elle a soupiré et a dit, « Nathalie, tu dois apprendre à planifier. » Un mois plus tard, Carter a publié des photos de son sous-sol aménagé avec un bar et une cheminée en pierre. Ma mère a appelé cela un investissement dans les souvenirs de famille. Une autre fois, Ava a été invitée à un programme scientifique d'été, et mon père a dit qu'elle n'avait pas besoin de suppléments fantaisistes. Ce même été, Owen est allé dans un camp sportif privé à 3 États de là. Après un dîner, Ava m'a demandé depuis la banquette arrière, « Maman, est-ce que grand-mère préfère les garçons ?» Je voulais mentir, mais tout ce que j'ai pu dire, c'est, certaines personnes ne savent pas comment aimer équitablement. Elle a regardé par la fenêtre et a murmuré, « Je pourrais être meilleure la prochaine fois. » Cette phrase a brisé quelque chose en moi. Le mot vrai avait toujours flotté autour de ma famille. Vrai Brox, vrai sang, vrai petit-fils, vraie famille. Mon père a regardé un jour les boucles brunes d'Ava et a dit, « C'est drôle comme les traits sautent des générations quand la lignée devient compliquée. » Ma mère lui a jeté un regard qui ne voulait pas dire que c'était cruel et qu'il fallait arrêter. Cela voulait dire qu'il ne fallait pas en parler ici. J'avais entendu des rumeurs en grandissant au sujet d'une dispute avant ma naissance. Un homme que ma mère a connu autrefois et une question que mon père n'a jamais laissé mourir. Personne ne m'a dit la vérité. Ils m'ont juste obligé à vivre sous la punition de cela. Et parce que j'avais été entraîné à accepter des miettes, j'ai continué à amener Ava pour les fêtes. Je me disais que la famille était importante. Je me disais qu'Ava méritait des grands-parents. Je me disais qu'un jour, il la verrait comme je la voyais. Intelligente, douce, drôle, vraie. Puis, quelques semaines avant Noël, ma mère a appelé et m'a demandé de l'aider à décorer. Elle a dit que Carter était occupé et qu'elle avait mal au dos. J'y suis allé parce qu'une partie de moi essayait toujours de gagner l'amour de personnes qui avaient déjà décidé que le prix ne serait jamais payé. Cet après-midi-là, j'ai découvert pourquoi ils avaient toujours de l'argent pour Carter et n'en avaient jamais pour moi. C'était le dernier samedi de novembre, gris et froid, le genre d'après-midi de l'Ohio où les lumières de Noël essaient de rendre tout plus chaleureux que ça ne l'est en réalité. Mes parents vivaient dans la même maison en briques à Dublin qu'ils possédaient depuis des années. Quand je suis arrivé, ma mère avait 6 bacs de rangement alignés dans le salon, et Carter avait déjà annulé en raison d'une urgence avec un client. Mon père était dans le garage, faisant semblant d'organiser des outils. Ava était à la fête d'anniversaire d'une amie, alors je suis venu seul. Ma mère m'a tendu un café et a dit, « Tu me sauves la vie. » C'était mon rôle. Pas une fille égale, pas une enfant chérie. Une sauveuse quand c'était pratique. Nous avons passé des heures à accrocher des guirlandes, à démêler des lumières et à installer les anges en céramique que ma mère collectionnait mais dont elle ne semblait jamais s'inspirer. Elle a parlé du dîner de Noël, de la famille de Carter, du nouveau nœud papillon d'Owen et des marque-places personnalisées qu'elle avait commandées. Quand j'ai demandé si Ava pouvait aider à les placer cette année, ma mère a souri trop vite et a dit, « Nous verrons où tout le monde trouve sa place. » Je ne le savais pas encore, mais c'était un avertissement. Plus tard, en préparant la garniture pour la tarte, elle m'a demandé de vérifier l'heure de livraison des courses sur la tablette familiale. L'écran s'est ouvert sur les courriers électroniques. J'allais faire glisser l'écran quand une notification est apparue. Examen de la distribution annuelle de la fiducie familiale Evelyn Pierce. Evelyn Pierce était ma grand-mère, la mère de ma mère. Elle avait dirigé une petite entreprise de restauration pendant des décennies et avait tout économisé. Après sa mort, ma mère m'a dit qu'il n'y avait pas d'héritage. La succession n'était constituée que de dépenses, avait-elle dit. Je l'ai cru parce qu'il est plus facile de croire sa mère que d'accepter qu'elle puisse vous voler tout en vous demandant d'accrocher des lumières de Noël. Mais l'aperçu du message contenait mon nom, pas celui de Carter, le mien. J'ai appuyé dessus. Le document s'est ouvert et mon estomac s'est glacé. En haut se trouvait le nom complet de ma grand-mère. Puis j'ai vu les mots fiducie entre vifs révocables, distribution aux bénéficiaires, résumé comptable annuel, puis la ligne qui a fait basculer la pièce. Bénéficiaires, Nathalie Brox et Carter Brox, parts égales. Le capital initial après le décès de ma grand-mère était de $450 000. La moitié de cela était censé être à moi. $225 000.
Ce n'était pas de l'argent de luxe. C'était la sécurité. C'était la facture dentaire d'Ava. C'était la caution de l'appartement que je ne pouvais pas me permettre. C'était chaque réparation de voiture qui m'avait fait pleurer sur un parking. J'ai fait défiler l'écran avec des mains tremblantes. La rénovation de la maison de Carter, le dépôt pour l'école privée d'Owen, le prêt commercial de Carter, l'acompte pour un véhicule, une location de vacances en famille à Hilton Head. Le même été où ma mère m'avait dit qu'il n'y avait pas de place pour Ava et moi parce que la maison était déjà pleine. Ma mère fredonnait dans le garde-manger pendant que mon nom figurait sur un document prouvant qu'elle avait utilisé l'argent de ma grand-mère pour construire le confort de Carter. J'ai pris des photos avec mon téléphone, le nom de la fiducie, la page des bénéficiaires, l'historique des distributions, juste assez de preuves avant que la porte ne se referme à nouveau. Quand ma mère est revenue avec de la farine, j'avais déjà remis la tablette sur la page des courses. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé. J'ai souri. Le genre de sourire que les femmes utilisent quand le danger porte un visage familier. La livraison est à 20 minutes, ai-je dit. Elle est retournée à sa tarte. Je suis resté là à la regarder presser la pâte dans un moule avec les mêmes mains qui avaient annulé mon avenir. Et quelque chose en moi a changé. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas d'entendre ces anciennes phrases. Il n'y avait rien de mis de côté. Ta grand-mère n'était pas préparée. Nous ne pouvons pas t'aider. Sois responsable, Nathalie. Ils n'avaient pas été incapables de m'aider. Ils avaient choisi de ne pas le faire. Cette nuit-là, après qu'Ava s'est endormie, j'ai cherché des avocats spécialisés en fiducie près de Columbus. Mon premier instinct était toujours d'affronter ma mère, ce qui montre à quel point les dégâts étaient profonds. Mais ensuite, j'ai regardé dans le couloir vers la chambre d'Ava et je me suis souvenu qu'elle avait demandé si elle pouvait être meilleure la prochaine fois. Non, j'avais fini de demander aux gens qui nous blessaient d'évaluer leur propre comportement. J'ai sauvegardé les captures d'écran à 3 endroits différents et j'ai réservé une consultation avec une avocate spécialisée en succession et fiducie nommée Sofia Ramirez. Je ne savais pas encore que Sofia serait la raison pour laquelle ma mère laisserait tomber ce verre de vin à Noël. Je savais seulement ceci. Pour la première fois de ma vie, je ne franchissais pas la porte de ma famille les mains vides. Le bureau de Sofia Ramirez était au 4e étage d'un bâtiment du centre-ville avec des fenêtres propres, une moquette silencieuse et une réceptionniste qui m'a donné l'impression que je devais me tenir plus droite. J'ai failli partir avant mon rendez-vous. Je me suis assise dans le parking, serrant mon téléphone, essayant de me dissuader. Peut-être avais-je mal compris le document. Peut-être que l'argent avait été utilisé correctement. Peut-être que ma mère avait une explication qui me ferait avoir honte de douter d'elle. C'est ce que font les familles comme la mienne. Elles vous font sentir que la vérité est impolie. Puis Ava m'a envoyé par message un dessin de l'école. Elle avait dessiné un bonhomme de neige avec une écharpe violette et avait écrit « Pour ton bureau, maman ». J'ai regardé ce petit dessin et je suis sorti de la voiture. Sofia n'a pas été choquée quand elle a vu les captures d'écran. Elle a lu calmement, a posé des questions précises et a pris des notes. Qui était Evelyn Pierce? Qui contrôlait la fiducie après sa mort? Ma mère m'a-t-elle déjà fourni un compte rendu? Ai-je signé une renonciation? Ai-je reçu des distributions? À chaque réponse négative, le stylo de Sofia bougeait plus vite. Finalement, elle m'a regardé et a dit, « Nathalie, si ces captures d'écran sont exactes, vous n'avez pas été oubliée. Vous avez été contournée. » Le mot « contourné » sonnait propre, mais cela signifiait la même chose. Ils avaient trouvé un moyen de m'éviter. Sofia a expliqué que si ma grand-mère nous avait désignés, Carter et moi, comme bénéficiaires à parts égales, alors ma mère, en tant que fiduciaire, avait des devoirs légaux. Elle devait agir dans l'intérêt de nous deux. Elle devait tenir des registres. Elle ne pouvait pas traiter la fiducie comme le portefeuille de secours de Carter. Si mon père avait aidé à autoriser ou à cacher des transferts, il pourrait être impliqué lui aussi. Ma voix a tremblé quand j'ai demandé, et s'ils disent que je ne fais pas vraiment partie de la famille? Les yeux de Sofia sont devenus perçants. Est-ce que votre nom figure sur la fiducie? J'ai dit oui. Elle a répondu, alors c'est par là que nous commençons. Les fiduciaires n'ont pas le droit de réécrire un document parce que la cruauté à l'heure du dîner leur semble pratique. Pour la première fois depuis des années, j'ai ri un peu. Sofia m'a averti que cela pourrait devenir laid.
Les personnes qui détournent l'argent de la famille répondent rarement par l'honnêteté en premier lieu. Elles répondent par l'indignation, les larmes, les menaces ou une soudaine préoccupation pour l'unité familiale. Cela ressemblait exactement à ma famille. Elle a exposé le plan. Une demande formelle de registre, une requête pour une reddition de compte complète devant le tribunal des successions. Si le document le justifiait, nous pourrions demander au tribunal de geler les actifs restants de la fiducie, de révoquer ou de restreindre le fiduciaire, d'exiger le remboursement, d'ajouter des intérêts, de recouvrer les frais de justice et de demander des pénalités. Les termes juridiques étaient nouveaux pour moi, mais la signification était simple. Ma mère avait touché à de l'argent qu'elle n'avait pas le droit de détourner, et le papier allait enfin le dire. Au cours des 2 semaines suivantes, l'équipe de Sofia a agi discrètement. Ils ont vérifié suffisamment de choses pour confirmer que les captures d'écran n'étaient pas un malentendu. Mon nom y figurait, ma part était réelle, les transferts étaient réels. Sofia a rédigé la requête d'urgence et a dit que nous pourrions la déposer avant Noël. J'ai hésité parce que la vieille voix dans ma tête était toujours vivante. Ne gâche pas les fêtes. Ne fais pas de scène. Ne fais pas pleurer ta mère. J'ai dit à Sofia que nous devrions peut-être attendre après le dîner de Noël. Elle m'a regardé et a dit, « Protégez-vous la paix ou protégez-vous les personnes qui bénéficient de votre silence ?» Je n'ai pas répondu parce que la réponse m'embarrassait. Néanmoins, je lui ai demandé de tout préparer, mais de ne pas encore déposer la demande. Sofia a dit, « Si quoi que ce soit arrive, envoyez-moi le mot envoyé par message. » L'après-midi de Noël, Ava est sortie dans une robe vert foncé et m'a montré la carte qu'elle avait faite pour ma mère. Il y avait un cardinal rouge assis sur une branche enneigée. « Tu crois que grand-mère l'aimera ?» a-t-elle demandé. J'ai dit oui, parce que je me détestais moins de mentir quand le mensonge protégeait son espoir. Au dîner, quand ma mère a arraché Ava de cette chaise, l'espoir est mort si vite que j'ai presque pu l'entendre se briser. Le genou d'Ava a heurté le sol. Mon père lui a dit de s'asseoir ailleurs. Carter fixait son assiette. Ma mère a levé son verre et le dernier fil qui me reliait à leur version de la famille s'est rompu. J'ai aidé Ava à se lever d'une main. De l'autre, j'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai envoyé un seul mot à Sofia, envoyé. Moins d'une minute plus tard, les notifications ont commencé. Pas une signification officielle du tribunal. Pas de la magie. Un avis de dépôt de mon avocate, envoyé en copie à ma mère, à mon père et à Carter, avec la requête d'urgence en pièces jointes. L'objet du message disait, fiducie familiale Evelyn Pierce, requête en reddition de compte et gel des avoirs. C'est ce qu'ils ont vu quand j'ai dit, vérifiez votre téléphone. C'est pourquoi le verre de ma mère est tombé. C'est pourquoi mon père a pâli avant même d'ouvrir le message, parce qu'il savait que je ne devinais plus. J'avais des preuves, des conseils juridiques et un dossier judiciaire avec mon nom dessus. Ava n'a pas pleuré avant que nous n'arrivions à la voiture. Dans la maison, avec tout le monde qui la fixait et personne pour l'aider, elle s'était contenue comme si ses larmes l'auraient rendue encore plus indésirable. Mais une fois que j'ai fermé la portière du passager, son visage s'est décomposé. Elle a couvert son genou des 2 mains et a murmuré, « Grand-mère ne pense pas que je suis vrai. » Je me suis garé dans une petite rue calme, je me suis tourné vers elle et j'ai dit, « Écoute-moi. Tu es vrai. Tu es ma fille. Tu n'es pas inférieure parce que quelqu'un d'autre est cruel. Tu n'as pas à mériter une chaise dans aucune pièce. » Elle a demandé, « Alors pourquoi personne n'a aidé ?» Je n'avais pas de jolie réponse. Alors je lui ai dit la vérité. Parce que certains adultes préfèrent le confort plutôt que de faire ce qui est juste. Ce n'est pas ta faute. Elle a hoché la tête, mais je pouvais voir que les mots n'avaient pas encore atteint la blessure. À la maison, j'ai mis de la glace sur son genou, j'ai préparé un chocolat chaud avec trop de guimauve et j'ai allumé un film de Noël. Elle s'est blottie dans le coin du canapé, portant toujours sa robe verte sous une couverture, comme si elle avait peur de prendre trop de place, même dans notre propre maison. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Ma mère a appelé en premier, en pleurant. « Comment as-tu pu me faire ça à Noël ?» Pas un mot sur Ava. Mon père a averti, « Tu n'as aucune idée de ce que tu commences. » Carter a craché, « Tu t'en prends à maman pour de l'argent. » Puis la discussion de groupe de la famille a explosé. La tante Patricia a dit que cela aurait dû être réglé en privé. Quelqu'un d'autre a écrit, « Ta pauvre mère tremble. » Ma pauvre mère. Pas la pauvre Ava.
Pas l'enfant qui s'était fait traîner hors d'une chaise. Pas la petite fille avec une poche de glace demandant si elle était vraie. Cela m'a tout dit. Le silence à la table n'était pas un choc. C'était un vote. Alors j'ai voté en retour. J'ai tapé un seul message. Quiconque a regardé un enfant se faire jeter par terre et est resté silencieux n'a pas le droit de me faire la morale sur la famille. Puis j'ai quitté la discussion. Carter a déplacé la dispute sur les réseaux sociaux, là où vont les lâches quand ils veulent des applaudissements sans les faits. Il a publié « Certaines personnes choisissent la cupidité plutôt que la famille, même à Noël ». Les commentaires se sont remplis de cœurs et de mains en prière de la part de personnes qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé. J'ai fait des captures d'écran de tout et je les ai envoyées à Sophia. Elle a répondu « Ne vous engagez pas, sauvegardez tout, surtout les menaces ». C'est devenu ma règle. Ne pas s'expliquer avec des personnes déterminées à vous mal comprendre. Sauvegarder les preuves. Protéger l'enfant. Vers minuit, ma mère m'a envoyé un message, pense à ce que cela va faire à la santé de ton père. J'ai regardé Ava endormie à côté de moi, une main près de son genou meurtri, et j'ai répondu, tu aurais dû penser à la santé avant de poser tes mains sur ma fille. Puis je l'ai bloquée, elle, mon père et Carter. Le silence qui a suivi m'a semblé étrange, presque trop propre, comme ouvrir une fenêtre dans une pièce qui avait été pleine de fumée pendant des années. Le lendemain matin, Ava a demandé si nous devions y retourner et nous excuser. Je préparais des crêpes et j'ai posé la spatule parce que je voulais qu'elle se souvienne de ma réponse. Non. Elle a demandé, même s'ils sont fâchés? J'ai répondu, surtout dans ce cas. Ses épaules se sont un peu abaissées et ce petit mouvement valait plus que n'importe quel héritage. Plus tard, Sophia a appelé et a dit que la requête avait été acceptée pour un examen d'urgence. Une audience serait fixée rapidement car les actifs de la fiducie pouvaient encore être déplacés. Elle m'a averti que ma famille attaquerait ma moralité. Je lui ai dit qu'il faisait cela depuis ma naissance. Maintenant, ils allaient devoir le faire devant un juge. À partir de ce jour, j'ai rendu la règle claire. Pas de visite, pas d'appel, pas d'arrivée à l'improviste, pas d'utilisation de proches pour faire passer des messages. Si quelqu'un voulait parler, il pouvait parler par l'intermédiaire de mon avocate. Il m'avait pris de l'argent. Il n'avait pas le droit de prendre aussi la sécurité de ma fille. La première audience a été plus calme que ce que les gens imaginent d'un tribunal. Pas de cris, pas de confessions dramatiques, juste des lumières fluorescentes, des dossiers et un juge qui avait l'air d'avoir entendu toutes les versions possibles de trahison familiale. Ma mère est arrivée avec des perles, habillée comme si elle allait à un déjeuner de charité au lieu de répondre à des questions sur une fiducie qu'elle avait siphonnée. Mon père s'est assis à côté d'elle, la mâchoire serrée. Carter avait l'air en colère, mais en dessous, j'ai vu de la panique. Leur avocate a affirmé que tout était un malentendu. Elle a dit que ma grand-mère valorisait le soutien familial et que l'argent avait été utilisé là où il était nécessaire. Sophia s'est levée et a gardé une voix calme. Votre honneur, la fiducie désigne 2 bénéficiaires à parts égales. Ma cliente n'a reçu aucune reddition de compte, aucune distribution et aucun avis de ces transferts. Nous demandons la conservation des registres, le gel de tout mouvement supplémentaire des actifs de la fiducie et une reddition de compte complète. Leur avocate a essayé de parler des dynamiques familiales. Sophia a ramené le sujet au document. Le juge a accordé le gel et a ordonné la remise de tous les registres, relevés bancaires, approbation de transfert, note du fiduciaire, communication, reçu, absolument tout. Ma mère avait contrôlé l'histoire autour des tables de dîner pendant des années. Maintenant, elle devait la raconter avec des documents officiels. C'est là que les menteurs commencent à perdre. Au cours des semaines suivantes, les documents sont arrivés. Rénovation de la cuisine de Carter, $38 000. Frais de scolarité de l'école privée d'Owen, $18 000. Remboursement du prêt commercial de Carter, $52 000. Acompte pour un camion, $12 000. Location de vacances à Hilton Head, $9 000. Soutien familial d'urgence, $25 000 sans accord de remboursement et sans explication autre que le nom de Carter. Chaque ligne était le reçu d'un mensonge. Chaque chiffre faisait remonter un souvenir en moi. Le programme scientifique auquel Ava n'a pas pu assister. La caution pour l'appartement que j'avais supplié d'avoir après que notre ancien immeuble a subi 2 cambriolages.
La facture dentaire que j'ai payée en plusieurs fois pendant que ma mère me disait de mieux gérer mon budget. La pire page était la feuille d'approbation. La signature de Marilyn Brox en tant que fiduciaire, encore et encore. Ma mère n'avait pas détourné le regard. Elle avait regardé directement les documents et avait signé. À l'audience suivante, ils ont essayé de faire porter l'affaire sur moi. Leur avocate a dit que j'avais des difficultés financières et de la colère liée à un favoritisme perçu. Puis mon père a eu recours à la plus vieille des armes. Il a prétendu qu'il y avait toujours eu des questions pour savoir si j'étais vraiment sa fille, alors peut-être que ma grand-mère n'avait jamais voulu que j'en bénéficie de manière égale. Ma mère a regardé fixement la table pendant que le même mensonge qu'elle avait toléré toute ma vie était habillé pour le tribunal. Sophia a répondu avant même que je puisse respirer. La fiducie ne conditionne pas la distribution à un test génétique. Elle nomme Nathalie Brox. Les rumeurs familiales ne constituent pas une défense légale contre la faute professionnelle d'un fiduciaire. Le juge a demandé s'ils avaient le moindre document prouvant que ma grand-mère avait l'intention de me déshériter. Il n'en avait pas. Il a demandé si j'avais signé une renonciation. Je ne l'avais pas fait. Il a demandé s'ils avaient fourni des comptes rendus. Ils ne l'avaient pas fait. C'était le son de leur histoire en train de se briser. Pas avec un cri, mais avec 3 réponses vides. D'autres preuves sont arrivées. Des messages montraient mon père disant « Nathalie n'a pas besoin de le savoir. Elle va juste rendre ça émotionnel. » Un courrier de ma mère disait « Veuillez traiter ceci au titre du soutien familial pour Carter. » Nathalie n'est pas en position de gérer une distribution importante de manière responsable. J'ai lu cette phrase jusqu'à ce que les mots cessent de paraître réels. Elle avait utilisé les difficultés qu'elle avait créées comme raison pour continuer à me voler. D'abord, il vous enlève l'échelle, puis il vous critique parce que vous êtes par terre. Sophia a déposé une demande de restitution, d'intérêts, de frais et de retrait de l'autorité de ma mère sur tout ce qui restait. Carter a été impliqué dans une réclamation connexe parce que plusieurs transferts lui ont directement profité sans documentation appropriée. Soudainement, ses publications sur les réseaux sociaux ont cessé. Soudainement, les proches qui m'avaient traité de cupide sont devenus très intéressés par le fait de ne pas prendre parti. Lors de l'audience finale, le juge a statué clairement. Ma mère avait manqué à son devoir fiduciaire. Mon père avait aidé à dissimuler et à approuver des transferts irréguliers. Il devait rembourser ma part, 225 000 $, plus les intérêts, les frais d'avocat et les pénalités. Le total s'est élevé à un peu moins de 340 000 $. Carter a dû coopérer au remboursement des transferts qu'il avait reçus ou faire face à des poursuites civiles et à des saisies. Ma mère a émis un petit son. Mon père a rougi. Carter a pris sa tête entre ses mains. Sophia a touché mon coude et a murmuré « C'est fait ». Mais ce n'était pas fini pour eux. Mon père a dû vendre sa voiture classique restaurée. Carter a dû vendre un camion de travail et contracter un vrai prêt. Ma mère a démissionné du conseil d'administration des œuvres de bienfaisance de l'église après que les gens ont commencé à se demander pourquoi on ne pouvait pas faire confiance à une femme qui gérait l'argent des ventes de pâtisserie pour s'occuper de la fiducie de sa propre mère. Et la maison en briques avec la salle à manger parfaite, la même maison où ma fille avait percuté le sol, a dû être mise en vente. Mes parents ont appelé ça un crève-cœur. J'ai appelé ça des mathématiques. Ils devaient de l'argent. La maison avait de la valeur. Pour une fois, la réalité ne s'est pas pliée à leurs sentiments. Quand l'annonce immobilière a été mise en ligne, j'ai fixé les photos de cette salle à manger pendant un long moment. La table était polie. Les chaises étaient droites. Tout avait l'air paisible. Mais je savais ce qui s'y était passé. Et maintenant, ils n'avaient plus les moyens de garder la pièce où ils avaient appris à mon enfant qu'elle n'avait pas sa place. Les proches qui m'avaient dit autrefois de m'excuser m'envoyaient soudain des messages prudents demandant si Ava et moi allions bien. Je n'ai pas répondu à la plupart d'entre eux. Gagner au tribunal ne m'avait pas donné envie de retrouver cette famille. Cela m'avait montré combien de temps j'étais resté devant une porte verrouillée, suppliant les gens à l'intérieur d'appeler cela un foyer. Après le jugement, j'ai pensé que le mot vrai perdrait enfin son pouvoir. Le tribunal ne s'en était pas soucié. La fiducie ne s'en était pas souciée. Le document de ma grand-mère me nommait clairement, et la loi traitait mon nom comme une preuve suffisante. Mais le vieux poison ne disparaît pas simplement parce qu'un juge a signé quelque chose. Une semaine plus tard, mon père a envoyé un dernier message.
Fais un test si tu veux continuer à prétendre que tu es une brox. Je n'ai pas fait le test pour lui. Je ne lui devais aucune preuve. Je l'ai fait parce que j'étais fatigué de porter une question que 2 adultes égoïstes avaient suspendue à mon cou avant même que je puisse parler. Le résultat est arrivé un mardi matin après le départ d'Ava pour l'école. J'ai ouvert le document sur le comptoir de la cuisine. Lien biologique confirmé. Probabilité de paternité supérieure à 99,99%. Grande Brox était mon père. Le premier sentiment ne fut pas du soulagement. Ce fut de la rage. Il s'était trompé pendant tout ce temps, et même s'il ne s'était pas trompé, rien de tout cela n'aurait justifié ce qu'ils avaient fait. Un enfant ne devrait pas avoir à réussir un test sanguin pour mériter de la gentillesse. Je leur ai envoyé le résultat à tous les deux avec une seule phrase. Vous avez puni un enfant pour un mensonge que vous étiez trop lâche pour affronter. Puis je les ai bloqués. 2 semaines plus tard, ma mère est venue à mon appartement. Ava était à l'école, alors je n'ai ouvert la porte que de la longueur de la chaîne. Ma mère avait l'air plus petite sans rouge à lèvres, sans perles et sans contrôle. Elle a commencé par « Ton père a été soumis à tellement de stress. » J'ai failli fermer la porte. Puis elle a dit « Je suis désolée. Les choses ont échappé à notre contrôle. » Échappé à votre contrôle? Comme le mauvais temps. Pas des années de choix, pas des signatures, pas ma fille sur le sol, ai-je répondu. Le saviez-vous? Son visage s'est froissé. Oui, a-t-elle admis. Il y avait eu quelqu'un d'autre avant ma naissance. Mon père s'en doutait, et quand je suis né, il m'a regardé comme une question au lieu d'une fille. Je pensais que si je le laissais être en colère, il resterait, a-t-elle murmuré. Je pensais que je protégeais la famille. Je l'ai regardé et j'ai enfin compris. Sa faiblesse avait des dents. Tu n'as pas protégé la famille, ai-je dit. Tu m'as jeté en pâture à celle-ci. Elle a pleuré et a demandé à voir Ava. Elle a dit, maintenant que tout est clair, peut-être que nous pourrions reconstruire. Cette phrase m'a prouvé qu'elle ne comprenait toujours pas. Cela n'aurait pas dû avoir besoin d'être clair. J'ai dit, tu étais ma mère avant un résultat de test. Ava était ta petite fille avant le dîner de Noël. Un amour qui dépend de preuves n'est pas de l'amour. C'est un contrat et je ne le signerai pas pour mon enfant. Je lui ai dit qu'Ava ne la verrait pas. Ma fille n'allait pas devenir un accessoire dans son histoire de rédemption. Le pardon n'était pas un droit d'accès et le regret n'était pas une réparation. Puis j'ai fermé la porte. Mes mains ont tremblé après coup, non pas parce que j'hésitais, mais parce que mettre fin à un schéma aussi ancien ressemble à de la peur avant de ressembler à de la liberté. 4 mois plus tard, l'argent est arrivé après la vente de la maison. J'ai remboursé mes dettes, fait réparer ma voiture, ouvert un fonds d'études pour Ava et nous avons déménagé dans un appartement plus sûr, avec de meilleures serrures, une meilleure luminosité et un petit balcon où Ava a planté du basilic dans un pot bleu fêlé. Mes parents ont réduit leur train de vie en s'installant dans une location. L'entreprise de Carter a survécu, mais pas confortablement. Les proches qui me traitaient autrefois de cupide parlaient maintenant prudemment, comme si la vérité était une poêle brûlante. Je leur ai laissé leur malaise. Ce n'était plus à moi de le gérer. Le Noël suivant, Ava et moi avons préparé des spaghettis au lieu de la dinde. Nous avons invité mon collègue, notre voisin du dessous et la meilleure amie d'Ava. Personne n'avait de place à signer. Personne n'a utilisé le mot vrai. Ava s'est assise où elle voulait, riant avec de la sauce sur le menton. À un moment donné, elle a regardé notre petit appartement et a dit « On se sent en famille ici ». Et elle avait raison. La famille n'est pas prouvée par le sang, les noms de famille, les photos de vacances ou qui obtient la chaise spéciale. La famille est prouvée par la protection, l'équité et l'adulte qui se lève quand un enfant est blessé. Une paix construite sur l'humiliation d'un enfant n'est pas la paix. C'est une permission. Je n'apprendrai jamais à ma fille que l'amour signifie se faire petite, mendier ou accepter la cruauté parce que la personne qui vous fait du mal partage votre sang. Un enfant apprend l'estime de soi en observant ce que les adultes qui l'entourent tolèrent. Si j'y étais retourné, si je m'étais excusé et si j'avais livré Ava pour d'autres fêtes, je lui aurais appris que le confort des proches comptait plus que sa propre sécurité. Au lieu de cela, je voulais lui apprendre quelque chose de mieux. Les limites ne sont pas de la cruauté. La vérité n'est pas un manque de respect. S'éloigner des personnes qui vous font du mal ne détruit pas une famille. Parfois,
c'est la première chose honnête que quelqu'un ait faite depuis des générations. Ma mère a perdu sa maison, sa réputation et l'histoire qu'elle utilisait pour nous contrôler. Mon père a perdu le mensonge derrière lequel il se cachait. Carter a perdu la source d'argent qu'il considérait comme un droit de naissance. Et Ava a gagné en certitude. Elle sait qu'elle est vraie. Elle sait qu'elle est aimée. Et si quelqu'un essaie un jour de la tirer hors de la place à laquelle elle appartient, elle sait que sa mère ne lui demandera pas poliment d'arrêter. Alors dites-moi honnêtement, si votre propre famille humiliait votre enfant devant tout le monde, partiriez-vous en silence ou les obligeriez-vous à vérifier leurs téléphones eux aussi? Veuillez vous rappeler que cette histoire est complètement fictive et créée uniquement à des fins narratives et éducatives. Nous espérons qu'elle vous rappellera qu'un comportement toxique ne doit pas être excusé sous prétexte qu'il vient d'un proche.